par vous dire que ce webinaire va être enregistré. C'est pour cela que vos caméras sont désactivées ainsi que vos microphones pour des raisons de GDPR. Mais à la fin de la session, nous allons arrêter l'enregistrement et vous allez pouvoir poser vos questions. Il y a la partie Q&A dans Zoom qui vous permettra donc de poser des questions et on pourra ouvrir les micros une fois l'enregistrement coupé. Donc, je vais me présenter, je m'appelle Neil Parks, je travaille donc pour la société Zoll, je suis britannique, j'habite à Birmingham, donc le pays d'Aston Villa pour les fans de foot. Auparavant, j'étais sapeur-pompier pendant 5 ans en Bretagne, en France, et puis je suis devenu paramédic en Grande-Bretagne en 2010, et je travaille pour la société Zoll depuis 2021. Mon rôle chez Zoll, c'est de parler d'RCP de haute qualité et de défibrillation et à travers le biais d'enseignement, de pouvoir, on espère, augmenter les chances de survie de l'arrêt cardiaque. Et c'est ce que nous allons découvrir un petit peu dans ce format de webinaire. Je pense que nous en aurons pour après 45 minutes de présentation et ça vous laissera à peu près un quart d'heure pour poser des questions à la fin. En premier lieu, je voudrais dire un grand merci à la société DFIB2Z, donc affiliée à ANICEF, qui nous a aidé à organiser ce webinaire, donc sous le format de logistique, de partenariat et d'organisation. Nous allons commencer donc par regarder une petite démonstration de comment il faut gérer un arrêt cardiaque. Alors, pourquoi ces images un peu comiques de Mr Bean? Tout simplement pour vous dire que le meilleur défibrillateur au monde, c'est celui qui se trouve le plus proche du patient en état de fonctionner, sauf peut-être celui qu'a utilisé Mr Bean. Voilà. Donc, le meilleur défibrillateur, c'est celui qui est le plus proche, qui fonctionne. Et donc, généralement, on gère l'arrêt cardiaque mieux que Mr Bean le fait. On va vous parler un petit peu d'épidémiologie pour cibler un petit peu le centre du problème de l'arrêt cardiaque d'un point de vue mondial déjà. Donc, quand on regarde ces données qui ont été publiées en 2022 pour l'ICAR, on va pouvoir regarder à peu près l'incidence de l'arrêt cardiaque mondialement varie d'un pays à un autre, suivant la géographie, les démographies, l'état de richesse des pays. On a des variances entre 14 à 147 cas d'arrêt cardiaque pour 100 000 personnes. Donc, une fourchette très, très large d'arrêt cardiaque. On sait que ce n'est pas forcément facile de recenser tous les arrêts cardiaques parce qu'il n'y a pas forcément de registre dans tous les pays ou le registre ne couvre pas tout le pays. Donc, c'est difficile d'avoir des statistiques. Mais pour vous donner un ordre d'idée, d'un point de vue mondial, chaque année, suivant cette statistique, il se pourrait avoir entre 1 190 000 arrêts cardiaques et 12 495 000 arrêts cardiaques à l'année. Donc, des chiffres énormes. On sait que les maladies cardiovasculaires sont les premiers risques, les premières causes de décès à travers le monde. Et quand on regarde sur l'Algérie même, ces rapports sont à peu près ce qu'on trouve en Algérie. Donc, quand on regarde l'Institut national de santé publique algérien, il y a eu en 2016 17 836 décès recensés liés aux maladies cardiovasculaires, qui comprennent donc les arrêts cardiaques, les insuffisances cardiaques et autres. Mais il faut savoir que seulement 50% des décès sur cette période ont été recensés et déclarés à l'INSP. Donc, il y a 50% des décès en Algérie. On ne sait pas le cause du décès parce que ce n'est pas enregistré. Cependant, si on implique donc l'incidence mondiale qu'on a vue sur la slide précédente, le nombre d'arrêts cardiaques en Algérie pourrait se situer entre 6 440 et 67 620 arrêts cardiaques à l'année. Donc, une fourchette encore très, très large. On ne sait pas exactement le nombre, mais pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même énorme comme problème. Il y a beaucoup d'arrêts cardiaques, il y a des vies qu'on peut sauver, qui aujourd'hui ne sont pas, qui ne sont pas sauvées. Donc, en travaillant un peu, en mettant en place des systèmes, en mettant en place les défibrillateurs d'accès public
et plus de sensibilisation, on peut augmenter donc nos chances de survie. Et cette fameuse chance de survie, aujourd'hui en Algérie, il n'y a pas de données recensées que nous avons pu trouver. Donc, si vous les connaissez, n'hésitez pas à nous les partager dans le Q&A à la fin, je serais très intéressé de le connaître, mais c'est difficile de savoir. D'un point de vue mondial, ça varie énormément d'un pays à l'autre. Donc, par exemple, en France, le taux de survie est autour de 5% de l'arrêt cardiaque. En Grande-Bretagne, où j'habite, on est à 9%. Aux Pays-Bas, on est dans les 18%. Mais il y a des villes où même l'arrêt cardiaque est plus élevé dans une ville que dans tout le reste du pays. Donc, Seattle aux États-Unis, référence mondiale, on va trouver quasiment 30% de chances de survie. De pareil pour les Pays-Bas, dans la partie nord des Pays-Bas, on a quasiment 28% de chances de survie. Donc, il y a une variation énorme. Mais les chances de survie ne sont pas géniales aujourd'hui et on peut augmenter ces chances de survie grâce à la science, grâce à la technologie, grâce à l'entraînement. Mais avant d'attaquer tout ça, on va regarder un peu d'histoire. Parce que aujourd'hui, on a nos défibrillateurs d'accès public très portables, mais qu'est-ce que c'était auparavant? Comment on y est arrivé? C'est ce que nous allons découvrir sur les prochains slides. Donc, on va commencer par la définition de ce que c'est que la défibrillation. Donc, la défibrillation, c'est quoi? C'est le traitement de la fibrillation ventriculaire ou de la fibrillation auriculaire au moyen d'un défibrillateur. Donc là, ça vient du dictionary Cambridge. Donc c'est le dictionnaire britannique, mais c'est la version française. Et donc, finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, de par le biais d'un choc électrique externe, on va pouvoir arrêter un rythme désorganisé, autrement appelé arythmie, et qui ne génère pas de pouls via la livraison du courant électrique au muscle cardiaque. Ceci va donc permettre au cœur de s'arrêter momentanément et va permettre au cœur de retrouver son rythme normal, son cycle cardiaque normal, de par le biais du pacemaker naturel. On espère qu'il ne sinusoïdal. On va découvrir ça dans quelques slides. Et on espère va pouvoir retrouver, nous régénérer un pouls et faire repartir le cœur et la circulation sanguine. C'est le but. Ce n'est pas le choc en lui-même qui fait repartir le cœur. Le choc arrête le rythme désorganisé, l'arythmie, et permet au cœur de reprendre son rythme normal. Donc voilà, image, fibrillation ventriculaire, choc, et ensuite rythme sinusal organisé qui va, en espérant, générer un pouls. Donc tout ça, quand on regarde un petit peu, est-ce que c'est nouveau tout ça? Pas vraiment. Parce que déjà dans les années 1775, il y a un vétérinaire aux Pays-Bas qui s'appelait Peter Abildgaard qui est en train d'utiliser l'électricité dans des études scientifiques qu'il faisait et faisait arrêter puis repartir le cœur d'un poulet grâce à cette électricité et prouver donc que le courant électrique peut être utilisé pour manipuler les rythmes cardiaques. Il y a déjà plus de 300 ans, quasiment 400 ans. Donc, quand on regarde, on va avancer un petit peu plus dans cette histoire-là. On va s'approcher de la fin du 19e siècle. On va arriver en 1899 à Genève, en Suisse. Il y avait le professeur Jean-Louis Prévost et Frédéric Batelli qui ont fait la première défibrillation sur un animal, c'était sur un chien. Puis, en 1933, on avance encore un peu, le docteur Hyman et un ingénieur électricien ont inventé le Hymanoitor. C'était une aiguille creuse qu'on glissait dans le thorax du patient pour aller dans le muscle cardiaque et il y avait un fil dedans et on délivrait donc un choc électrique via le biais de cette aiguille directement dans le muscle cardiaque. On ne sait pas s'il y a eu un franc succès de choc électrique délivré avec, si les patients survivaient ou pas, mais encore une fois, ça faisait évoluer l'utilisation de l'électricité et de la défibrillation. Mais ce n'est pas très pratique. Ensuite, on peut regarder un peu où, en 1946, Gurvitch et Villeneuve ont mis en place leur pratique et ont suivi donc une défibrillation externe, alors que la défibrillation faite par le professeur Prévost, c'était une défibrillation interne. Là, on a fait une défibrillation externe, encore une fois, sur un mammifère, donc un chien. Et en 1947, moment historique, on a le docteur Claude Beck qui a fait la première défibrillation interne sur un enfant qui avait 14 ans, qui était en train de subir une opération cardiaque, qui a fait une fibrillation ventriculaire. Il a délivré un choc avec des cuillères internes et il a fait repartir le cœur. C'est la première fois de l'histoire où on sait qu'un patient a survécu à un arrêt cardiaque grâce à un choc électrique délivré par un défibrillateur.
Donc, ce n'est pas nouveau finalement en 1947, c'était vraiment juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 2 ans après la fin, hein. Donc, c'est pour vous dire comment on a avancé pour arriver aujourd'hui. Et voilà à peu près le genre de matériel qui se servait. Donc, l'ancêtre de notre défibrillateur Zoll AED3, AED+, qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Je vois bien que vos mains sont levées. Si vous pouvez plutôt mettre les questions dans le chat, ce serait sympathique. Merci. Ensuite, dans les années 1950, on a eu 2 scientifiques russes, le docteur Eskin et Klimov, qui est en train de faire des recherches avec la défibrillation externe avec des chocs à courant alternatif. Aujourd'hui, le courant qu'on utilise, c'est un courant continu, donc c'est des technologies un peu différentes, mais ça faisait avancer un peu les choses. Puis, en 1952, le docteur Paul Zoll, donc le fondateur de notre société, qui était cardiologue aux États-Unis, a fait la première stimulation externe, donc a entraîné le cœur par le biais de petits chocs électriques. Puis en 1956, il a pu mettre en place une défibrilation externe. Donc c'est la première fois qu'on sait dans l'histoire où on a fait la terminaison d'une fibrillation ventriculaire grâce à un choc électrique externe chez un être humain et a également décrit une méthode similaire pour utiliser sur une tachycardie ventriculaire, chose qu'aujourd'hui on fait tous les jours. Donc, le docteur Paul Zoll, comme je disais, c'est un cardiologue. Il a pratiqué la médecine sur la côte est des États-Unis et c'était le père fondateur de la société Zoll et qui explique pourquoi aujourd'hui on a vraiment un centre sur la clinique et sur la recherche pour faire avancer les technologies et les moyens de réanimation cardio-pulmonaire et de défibrillation. On va continuer notre petit voyage dans l'histoire. En 1959, donc on a les docteurs Lone et Berkowitz qui ont commencé à travailler sur une forme d'onde monophasique. Et cette forme d'onde qui a été créée donc en 1959 est devenue le standard, la norme pour tout ce qui est défibrillation jusqu'à la fin des années 80, début des années 90. Et on va découvrir les formes d'onde plus tard dans cette présentation. En 1965, donc on s'approche du côté de chez moi, du côté de la Grande-Bretagne, on a le professeur Frank Partridge qui travaillait à Belfast et qui était pionnier du défibrillateur mobile, puisqu'il a créé un défibrillateur portable qu'il mettait dans une ambulance. Et quand on dit portable, ce n'était pas vraiment très transportable, puisque le défibrillateur pesait 70 kg quand même. Donc quasiment le poids d'un homme. Et donc du coup, avec cette ambulance, il pouvait aller chez les malades et puis on mettait le malade à l'arrière de l'ambulance, on faisait la réanimation. Ce n'était pas encore super portable, mais au moins on avait quelque chose de mobile. Puis 3 ans après, grâce à des condensateurs qui ont été développés par NASA, ce poids, ils ont réussi à le descendre jusqu'à 3 kg. Donc, avancée phénoménale pour qu'on puisse avoir des défibrillateurs portables, vraiment l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui sur tous les murs qu'on voit en accès public ou dans les ambulances. À la fin des années 80, au début des années 90, on a commencé à changer les formes d'ondes de défibrillation. Comme je vous ai dit, on va découvrir ça après. Et donc, les formes d'ondes biphasiques sont arrivées sur le marché. Le DAE, ou DEA, ou AED, les 3 terminaisons sont bonnes, hein. Donc, le défibrillateur automatisé externe que nous connaissons aujourd'hui remonte, donc l'ancêtre de tout ça, c'est le Heart Aid qui a été produit par la Cardiac Resuscitation Company à la fin des années 70 déjà. Ils avaient une machine semi-automatisée qui faisait l'analyse du rythme qui était transportable dans les années 70. Donc ça remonte déjà il y a quelques années et c'est quand même impressionnant de se dire aujourd'hui on a des appareils qui sont bien plus avancés. Puis depuis le début des années 2000, il y a vraiment une révolution qui s'est faite sur la défibrillation d'accès public et maintenant c'est devenu de plus en plus répandu à travers le monde et c'est vraiment devenu un élément clé dans l'amélioration de la survie après un arrêt cardiaque. Ça nous donne les meilleures chances pour nos patients si on apporte un défibrillateur d'accès public pour mettre en place la réanimation et délivrer un choc si besoin dès que possible, ça va leur donner les meilleures chances. Et en France, juste pour citer un peu la France, parce que je sais il y a quelques liens entre la France et l'Algérie, c'est depuis 2007 que toute personne ait le droit de se servir d'un défibrillateur d'accès public, alors qu'avant, il fallait que ce soit une personne, des soignants, des professionnels de santé, des médecins, des secouristes tels que les pompiers. Il fallait être habilité à utiliser la machine. En 2007, ils ont enlevé cette prérogative-là et a dit que toute personne est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe.
Et finalement, ça a vraiment ouvert la défibrillation au grand public. Donc maintenant, on va regarder un peu d'anatomie, un peu de physiologie pour comprendre un peu ce que c'est que l'arrêt cardiaque et comment on le traite. Donc, en temps normal, nos cœurs que nous avons, ce sont des machines très fiables. Chacun de nous est assis ici à regarder le webinaire et le battement cardiaque devrait se trouver entre 60 et 100 battements minute. Moi, personnellement, je pense que je suis un peu plus haut parce que je suis en train de faire la présentation, donc il y a un peu les nerfs, donc ça va aller un peu plus rapide chez moi. Si vous êtes chez vous détendu, ça sera peut-être un peu plus lent, mais le rythme normal se trouve entre 60 et 100 battements minute. Et donc, au repos, le débit cardiaque est d'environ 5 litres minute. Mais pendant un effort, si on va courir, faire un peu de sport, on va pouvoir multiplier ça par 3 à 4 fois et faire circuler jusqu'à quasiment 20 litres de sang par minute. Donc, une pompe très, très fiable. Il fait un boulot phénoménal tous les minutes de notre vie sans jamais faillir. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et si ma voiture est aussi fiable que le cœur, ça serait très, très bien. Cependant, des fois, ça nous arrive que le cœur nous font des défaillances. Et il y a des gens, des fois, qui font une confusion entre la crise cardiaque et l'arrêt cardiaque. Donc, je préfère juste couvrir la chose pour qu'on soit tous à la même enseigne. Donc, la crise cardiaque que nous voyons sur la partie gauche de l'image ici, donc avec l'artère coronaire qui est bouchée, c'est un problème de plomberie, c'est-à-dire que nos artères coronaires sont bouchées à travers les années par l'artérosclérose qui se crée et donc qui cause une ischémie au niveau du muscle cardiaque, on lui apporte plus de sang et ça, c'est une urgence vitale qui a besoin d'être traitée par les collègues cardiologues qui vont pouvoir déboucher l'artère en plateau de coronographie. Et si tout se passe bien, le patient récupérera avec des bonnes séquelles. Cependant, des fois, si on ne le traite pas, ça peut se terminer par un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, souvent, c'est un problème d'origine électrique où on va avoir une arythmie qui va se créer pour diverses raisons. Ça peut être un problème métabolique, un problème de plomberie, tel que l'infarctus qui le crée. Ça peut être un problème d'hypoxie. Et ça devient une arythmie où le muscle cardiaque devient complètement anarchique. Et on voit cette fameuse fibrillation qui se crée. Donc en temps normal, le nœud synovial ici, le chef d'orchestre du cœur, c'est là où l'impulsion électrique est générée pour créer la contraction cardiaque et le pouls, et qui fait ce cycle. Mais quand on a un arrêt cardiaque, ça devient désordonné et chaque partie du cœur veut être le chef d'orchestre. Ça se bat un peu, ça part en fibrillation et ça génère plus de pouls, il n'y a plus de circulation sanguine. C'est l'arrêt cardiaque. Donc la solution, c'est quoi? La solution, c'est de faire kaboom, comme dirait Rico dans Madagascar, c'est d'aller chercher un défibrillateur et de le mettre en place pour pouvoir apporter un choc électrique externe pour mettre fin à cette arythmie. Mais pourquoi nous avons besoin d'apporter cette défibrillation? Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, c'est ce qui nous permet d'arrêter l'arythmie. Mais une question de temps. On a une opportunité pour vraiment faire ça dans les brefs délais. On sait aujourd'hui que si la défibrillation est faite dans les 3 à 5 minutes après l'arrêt cardiaque, on peut avoir des chances de survie qui vont aller jusqu'à 50-70% des patients. Et on sait que, par exemple, à Las Vegas, dans les casinos, les chances de survie d'un arrêt cardiaque sont très, très élevées, puisque tous les joueurs au casino sont monitorés par des caméras, donc le collapsus du patient est identifié rapidement. Ils ont leur propre service médical directement sur place qui intervient très, très, très rapidement, qui apporte un défibrillateur et qui peut donc choquer rapidement nos patients. On sait également que chaque minute de délai entre le début de l'arrêt cardiaque et la mise en place du défibrillateur va peut-être diminuer les chances de survie de 10 à 12%. Donc pour vous dire que si on ne fait rien au bout de 10 minutes, on a très peu de chances de s'en sortir. Donc qu'est-ce que nous pouvons défibriller? Parce que je vous ai parlé d'arythmie, mais après c'est bien de savoir un petit peu quelles sont les arythmies qui sont choquables. Donc il y a 2 rythmes choquables dans la défibrillation, sur l'arrêt cardiaque. Il y a la fibrillation ventriculaire, qu'on voit qui est complètement désordonnée, et donc c'est celle qu'on voit classiquement, cette fibrillation ventriculaire. Il y a également ce qu'on appelle la tachycardie ventriculaire sans pouls, qui est un rythme beaucoup plus organisé, mais qui est tellement rapide, ça ne génère pas de pouls, et donc le patient est également en arrêt cardiaque. Et ces deux arythmies ont besoin d'être choquées dès que possible.
Il y a cependant des rythmes qu'on ne choque pas. Donc, tout rythme qui génère un pouls, donc tout rythme perfusion, donc un rythme sinusal normal, une tachycardie, une bradycardie sinusale, etc. Tous ces rythmes-là, puisqu'il y a présence de pouls, nous n'allons pas les choquer, bien entendu. Cependant, il y a également des arythmies où il y a un arrêt cardiaque, donc la présence de pouls est absente, mais on ne peut pas les choquer. Et ces deux-là, c'est à gauche l'activité électrique sans pouls, qu'on appelle également PEA. Donc ici, on voit un rythme organisé, mais qui ne génère pas de pouls, et la systolie, qui est le tracé plat, où classiquement, dans les films d'Hollywood, on voit le médecin arriver avec le défibrillateur et puis qui vont choquer ce tracé plat. Et là, tous les médecins infirmiers du monde, par un mix, se tirent la tête et disent non, 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 c'est pas comme ça. Donc la systolie et l'AESP ne sont pas choqués. Comment sait-on ce qu'on doit choquer et comment le DAE sait ce qu'il doit choquer? Donc le DAE, il a un ordinateur à l'intérieur qui va pouvoir analyser le rythme et de déterminer si ce rythme est choquable ou pas. Et il divise donc le segment de CG en segments de 3 secondes et applique l'algorithme qui va filtrer un petit peu les artefacts, enlever le bruit de fond, qui va mesurer le contenu de la ligne de base, qui va regarder la fréquence des complexes QRS, qui va regarder l'amplitude et la régularité des complexes, qui va déterminer ensuite si les deux segments sont choquables ou pas. Donc il faut qu'il y ait une analyse qui soit choquable et une deuxième analyse qui soit choquable, donc 2 fois 3 secondes. Et à partir de ce moment-là, si c'est choquable, le DAE va pouvoir délivrer un choc. Si c'est un DAE entièrement automatisé, il le fera tout seul. Si c'est un défibrillateur semi-automatique, il va se charger, recommander le choc, mais il faudra quand même appuyer sur le bouton pour délivrer le choc. Et cet algorithme est très très fiable. Quand on regarde dans les manuels d'utilisateurs, on publie les performances cliniques qu'ils ont observées lorsqu'on a fait les mesures de validation pour l'algorithme. Et on voit ici que pour les fibrillations ventriculaires, chez l'adulte à gauche et chez les enfants à droite, plus de 99% du temps, l'algorithme identifie correctement la rythme. Et également, sur les rythmes non choquables, donc les rythmes sinusales, les bradycardies ventriculaires, etc., les asystolies, donc 99% du temps et au-dessus, il identifie correctement ces rythmes qui ne sont pas choquables. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut très bien lui faire confiance à l'algorithme, il va pouvoir déterminer si le rythme est choquable ou pas. Cependant, il faut quand même bien s'assurer de ne pas continuer les compressions thoraciques pendant l'analyse. Et le défibrillateur nous dit bien, écartez-vous, analyse en cours, c'est très important de ne pas toucher le patient. Parce que si on touche le patient et qu'on fait des compressions pendant l'analyse, ça peut fausser l'analyse de par les artefacts. On va regarder quelques notions techniques maintenant par rapport au défibrillateur, donc les formes d'ondes, entre autres, et le placement des électrodes. Donc le placement des électrodes, c'est quelque chose de très, très, très important. Il faut bien sûr les appliquer d'une façon rapide, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut quand même faire une bonne application des électrodes au bon endroit, donc bien s'assurer qu'on est en fosse antérieure latérale, que l'électrode latérale soit bien placé au niveau de l'aisselle, qu'on soit bien juste en dessous le mamelon, que celui qui soit au niveau antérieur soit bien placé. Et tout ça, c'est indiqué sur les électrodes. Il faut suivre les indications. Pourquoi c'est important ça? On va le regarder dans quelques slides. Donc voilà, la principale, la plus grosse raison pour laquelle c'est important de bien placer les électrodes, c'est que quand on délivre le choc, le courant va d'un électrode à l'autre et puis il revient. Et il faut que le cœur se trouve entre les deux électrodes pour que le muscle cardiaque reçoive le courant électrique. Si l'électrode latérale est trop basse, et ben le courant ne va pas venir bien au niveau du muscle cardiaque et ne va pas choquer entièrement le cœur. Et ce courant transmyocarde qui, pendant la défilation, est suscité maximale lorsque les électrodes sont placés de manière à ce que la zone du cœur se trouve directement entre elles, c'est ce que je viens de vous dire, et conformément aux recommandations de traitement de l'ILCOR, et pour éviter toute confusion à la personne qui utilise le DAE, aujourd'hui on recommande, comme je dis, de mettre à poitrine nue les pages d'électrodes en position antérieure latérale. Une bonne préparation de la peau est très importante également pour ça.
Pourquoi? Si on a des poils, si on a de l'air, etc., toutes ces choses-là peuvent augmenter l'impédance. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'impédance après. C'est une résistance. On verra après. Mais si on prépare bien la peau, qu'on sèche, qu'on rase, tout ça, on augmente les chances que le choc soit efficace. Donc, idéalement, ce qu'on veut, c'est une poitrine nue, pas sec, avec pas de poils, pas de piercing, pas de patch, pas de pacemaker, toutes ces choses-là, avec des électrodes bien collées, avec le muscle cardiaque qui se trouve entre les deux. Et là, on a optimisé nos patchs pour pouvoir bien choquer s'il y a besoin de choquer. Donc, comme je disais, on va éliminer rapidement les poils excessifs. Il faut quand même le faire rapidement pour ne pas avoir de retard dans l'administration de choc. Ensuite, comme je disais, il y a une question d'impédance. Donc, l'impédance normale chez les patients adultes se trouve entre 70 et 80 ohms. On va regarder ce que c'est que les ohms après, on va regarder ce que c'est que l'impédance. Mais si on applique mal les électrodes, on peut atteindre jusqu'à 150 ohms, donc on peut quasiment doubler la résistance transthoracique puisqu'on aura mal mis les électrodes. Et cette impédance transthoracique est influencée, comme je disais, par le contact entre l'électrode et la peau. Donc, si on plaque comme ça et qu'il y a de l'air qui se trouve coincé en dessous l'électrode, l'impédance augmente fortement. Alors, ce qu'on recommande, c'est plutôt d'appliquer l'électrode et de le rouler pour chasser l'air, pour bien qu'il y ait un bon contact entre l'électrode et la peau. Voilà. Donc, l'impédance, qu'est-ce que c'est? L'impédance, donc, fut inventée en 1886 par Oliver Heatherside et vient du verbe anglais to impede, qui signifie donc retenir, faire un obstacle. Donc, au lieu d'avoir une ligne bien droite, on a une route de montagne avec des lacets où on a plus de difficultés à accélérer et à faire notre voyage. Donc là, c'est pareil pour le cœur, pour l'électricité qu'on essaie d'acheminer au niveau du cœur. Si on a une impédance forte causée par la BPCO avec les patients avec beaucoup d'air dans la poitrine, par les patients déshydratés par exemple, ou les patients même avec des faux bronzages, toutes ces choses-là qui augmentent l'impédance, on va avoir plus de difficultés à faire venir le courant. Donc ça ressemble à peu près à ça. Ce fameux image qu'on a peut-être vu déjà pendant les cours de physique quand on est au collège. On a donc à gauche en jaune la tension en volt qui est en train de pousser le courant en bleu à travers notre poitrine et l'impédance en rouge lui oppose une résistance en le serrant, en augmentant la résistance et donc il y aura plus de mal à traverser la poitrine. Nous, ce qu'on veut, c'est que le courant électrique arrive au niveau du cœur bien et d'une façon adaptée. Donc, le moins d'impédance, le mieux c'est. Donc, les différentes formes d'ondes, juste pour faire un petit peu de récapitulatif là-dessus, parce que des fois, il y a la confusion encore, on a les formes d'ondes monophasiques, biphasiques, avec deux formes d'ondes principales, donc l'onde biphasique exponentielle tronquée, ce qu'on appelle BTE, et l'onde biphasique rectiligne, également appelée OBR ou RBW, c'est celle qu'on trouve dans les appareils Zoll. Les ondes triphasiques et quadriphasiques, aujourd'hui, ça n'existe pas. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura des changements avec les évolutions technologiques. Donc, on va détailler ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, comme je disais, à l'ancienne époque, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, on utilisait les formes d'ondes monophasiques. Donc, on a une onde qui allait d'un patch à l'autre, commencer d'un point de vue latéral, et aller sur le côté intérieur, et donc qui traversait le cœur une fois. On peut voir ici une déflexion positive sur le graphe qui signifie donc cette forme d'onde monophasique. Le biphasique, tout simplement, fait un aller et un retour, puisqu'il va de l'électrode latérale à l'électrode antérieure, et puis il revient à l'électrode latérale, donc traverse le cœur deux fois, et donc on aura sur un graphique comme ça un élément positif, un élément négatif. Donc on a deux fois plus de courant, on a le courant qui traverse le cœur à deux fois. Donc ici, quand on regarde au niveau des graphiques, à gauche, comme je disais, on a l'onde biphasique rectiligne de chez Zoll, et à droite, l'onde exponentielle tronquée. Et toutes ces choses-là sont composées de trois valeurs même, principalement. La tension, qui va nous permettre de pousser le courant, et le durée sur lequel on va le faire. Et toutes ces choses-là, quand on les multiplie, on va avoir le nombre de joules qui va être apporté. Donc 200 joules pourrait très bien être fait avec un courant plus élevé que 360 joules si on augmente le temps d'administration du choc à 360 joules pour y arriver à 360 joules. C'est une équation, on peut jouer sur les trois critères pour augmenter le résultat. Mais ce qui est le plus important, c'est le courant délivré au niveau du cœur.
Et au niveau des guidelines, donc là, ça n'a pas été bien traduit en français, donc on prend les versions anglaises, mais dans les guidelines de l'ERC, ils nous disent bien que autant que les énergies choisies pour la distillation nous permettent de choisir les énergies, c'est le courant qui traverse le myocarde qui permet d'obtenir une distillation efficace. C'est le courant qui permet d'avoir cette efficacité et non l'énergie. Donc on devrait parler plutôt en courant plutôt que de parler en joule, mais d'un point de vue standard sur l'industrie, tout le monde parle en joule, donc ça peut porter confusion des fois. Mais il faut retenir courant. Et aujourd'hui, il n'y a aucune... Voilà, excusez-moi, je reviens. Il n'y a aucune étude qui prouve que une forme d'onde est supérieure à l'autre. Donc les deux sont très très bien applicables, que ce soit un 360 joules en biphasé tronqué exponentiel ou un 200 joules de Césol, les deux fonctionnent très très bien. Des choses à retenir, c'est que pour les ondes biphasiques rectilignes, il faut que ça commence au moins à 120 joules chez les adultes, donc Zoll est conforme à ça. Et pour les ondes biphasiques tronquées exponentielles, il faut que ça commence au moins à 150 joules. Voilà. C'est ce que nous disent les guidelines. Donc, on a parlé de défilation, ce qui est très important. Délivrer un choc, oui, mais il ne faut pas oublier la RCP. Juste baisser la main, voilà. Alors, pourquoi il ne faut pas oublier la RCP? Tout simplement parce que dans la chaîne de survie, c'est le deuxième maillon. Le premier maillon, c'est déjà d'identifier l'arrêt cardiaque et d'appeler les secours. Okay, donc, on identifie l'arrêt cardiaque, on appelle les secours, on met en place la réanimation cardio-pulmonaire d'une façon précoce pour gagner du temps, on applique un défibrillateur et on le choque s'il y a besoin de le choquer, et apporte, une fois que le cœur est reparti, on apporte les soins post-réanimation. Et quand on regarde ici à gauche les top 5 messages de l'ERC, c'est ce qu'on dit, il faut reconnaître l'arrêt cardiaque et commencer la RCP, alerter les services de secours, continuer les compressions thoraciques, aller chercher un défibrillateur externe automatisé, et puis finalement, si on pouvait avant tout ça, c'est d'apprendre à faire la RCP. Donc cette chaîne de survie, qui est là depuis des années, il y a certains médecins qui préconisent de la revoir un peu sous ce format où on met vraiment l'optique sur les deux premiers maillons. Pourquoi? Tout simplement, quand on regarde les statistiques aujourd'hui sur l'arrêt cardiaque en dehors de l'hôpital, à peu près 20 à 25% des arrêts cardiaques sont choquables au départ. Donc, ça veut dire que 75 à 80% des arrêts cardiaques ne sont pas choquables. Donc, on ne pourra pas les traiter avec un défibrillateur et dans ce cas-là, il faudra les masser. Les arrêts cardiaques choquables ont aussi besoin d'être massés, donc 100% des arrêts cardiaques devraient recevoir une RCP d'haute qualité. Et c'est vraiment très important de voir que la RCP d'haute qualité prime sur tout le reste. Donc pourquoi c'est tellement important? C'est une question de temps. Quand on a un arrêt cardiaque, sans RCP, les chances de survie vont diminuer d'environ 10% par minute. Chose généralement acceptée. Après 4 à 6 minutes sans RCP, les lésions cérébrales peuvent commencer à cause de l'hypoxie cérébrale qui est faite par le manque de circulation sanguine. Et au-delà des 10 minutes, les chances de survie sont très très faibles, généralement très inférieures à 10%, voire même quasiment zéro. Cependant, si on peut mettre en place une réanimation cardio-pulmonaire de haute qualité, on verra ce que ça veut dire la haute qualité, on peut faire que les chances de survie diminuent seulement de 3 à 4% par minute au lieu de 7 à 10%. Donc, on va quasiment réduire de moitié la perte de chances de survie. Donc, quelque chose qui est phénoménal. Ensuite, une RCP de haute qualité peut doubler ou voire tripler les chances de survie, surtout si elle est effectuée rapidement et correctement. Et c'est compliqué d'apporter une RCP de haute qualité correctement d'une façon consistante. Si la défilation est également réalisée dans les premières minutes, dans ce cas-là, comme je vous ai dit plus tôt, les chances de survie peuvent aller jusqu'à 50-70% des cas, ce qui serait exceptionnel. Si on pouvait arriver à faire que 50% des gens survivent leur arrêt cardiaque, ce serait phénoménal. Donc la RCP de qualité, ça veut dire quoi? Donc quand on regarde au niveau de l'ERC, il nous donne des critères de qualité. Donc la première chose, c'est qu'il faut la démarrer aussi rapidement que possible. Il ne faut pas attendre pour commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Il faut l'effectuer au bon endroit. Donc, il faut faire les compressions, c'est à moitié inférieure du sternum, au centre du thorax. Il faut faire la bonne profondeur. Et chez un adulte, ça veut dire qu'il faut faire au moins 5 cm de profondeur, mais pas au-delà des 6 cm. Si on est en dessous des 5 cm, nous n'allons pas générer assez de circulation sanguine pour irriguer le cerveau et le cœur. Et si on va au-delà des 6 cm,
on va commencer à créer des blessures telles que des pneumothorax, des problèmes du myocarde, des fractures de côte et des choses qui vont délétère à la réanimation. Il faut faire ces compressions entre 100 et 120 compressions à la minute. Et ça, encore une fois, quand on regarde les études, on sait que c'est là où le plus de gens survivent leur arrêt cardiaque, c'est ceux qui ont reçu un massage cardiaque fait entre 100 et 120 compressions à la minute. Chose très importante, si vous retenez qu'une seule chose tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut permettre au thorax de se relâcher complètement après chaque compression. Donc, faire une décompression complète. Pourquoi ça, c'est fondamental? Tout simplement, c'est pendant ces phases de décompression que le cœur va se remplir de sang et quand on revient recomprimer, on injecte le sang pour aller au niveau du cerveau. Si on ne relâche pas complètement le thorax, le cœur ne sera pas rempli à fond. Un cœur moins bien rempli va moins bien s'éjecter et on aura moins de chances de faire survivre notre patient. Donc, il ne faut pas aller trop vite, il faut aller profondément, mais pas trop. Il faut surtout bien relâcher à chaque fois. Et finalement, ce qu'il faut faire dans la mesure du possible, c'est faire ces compressions sur une surface ferme, donc par terre, c'est idéal, à partir du moment qu'on n'est pas dans des sables mouvants, bien entendu, mais sur une surface ferme et sec. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Comme je disais, c'est une RCP de qualité et une défibrillation précoce. Pourquoi ça, c'est hyper important? On vous l'a dit pourquoi c'est important, mais est-ce que c'est facile de le faire? Ça, c'est la prochaine question. Est-ce que c'est facile de faire notre RCP avec les critères de qualité que je vous ai décrits il y a 2 slides? Quand on regarde cette étude qui a été publiée en 2020, ce n'est pas forcément le cas. On peut voir ici, on a demandé aux gens de faire une RCP sans feedback, à l'aveugle. Et on s'aperçoit que 50% du temps, les gens sont capables de faire le bon rythme. Mais seulement 8,7% du temps, donc moins de 10% du temps, les gens sont capables de faire la bonne profondeur. Et maintenant, si on va aligner les deux critères, qui soient à la bonne profondeur et à la bonne fréquence en même temps, sans feedback, moins de 1% des participants ont été capables de faire leur RCP comme ça. Quand on leur a donné une information en temps réel, un feedback en temps réel, donc sur l'écran d'un défibrillateur, on s'aperçoit que les performances augmentent. Et on passe donc quasiment à 69% du temps pour la bonne fréquence, 63% du temps pour la bonne profondeur, et quasiment 32% des participants ont réussi à délivrer des compressions correctes pour la fréquence et la profondeur en même temps. La chose fondamentale, comme je dis, c'est de faire les deux bien en même temps. Mais c'est très compliqué de le faire, surtout sans feedback. Donc, quand on a un appareil qui nous guide pour le massage, pour le positionnement déjà des mains, parce que les électrodes vont nous dire où il faut mettre la main, et les électrodes, qui va nous indiquer par la profondeur, parce qu'on a la jauge de profondeur à l'écran, et qu'on a un métronome et qui va nous capter le rythme, et qu'également, cette jauge nous permet de gérer la décompression, ça nous permet de faire 4 des 5 critères de qualité grâce à l'appareil. Et le 5e, c'est de faire ça sur une bonne surface ferme. Dans ce cas-là, ça revient à nous de choisir de faire la réanimation au bon endroit. Une chose hyper importante. Donc, qui peut faire la différence finalement? Bien entendu, la protection civile, les SAMU, les professionnels de santé vont pouvoir faire la différence quand ils arrivent. Et bien sûr, il faut qu'ils arrivent. Mais en attendant qu'ils arrivent, si on est sur le milieu d'un oil and gas ou sur un milieu d'un hôtel, un sauveteur secouriste du travail avec un accès sur un défibrillateur automatisé externe va pouvoir commencer les premiers gestes, chose très très fondamentale et importante. Et finalement, l'utilisation de ces DEA, en France, on voit que 4 victimes sur 5 qui survivent à un arrêt cardiaque ont reçu la mise en place d'un DAE et un massage cardiaque précoce, fait avant l'arrivée des secours. Donc, ça veut dire que tout le monde peut faire une différence. Vous, moi, nous, vraiment tout le monde. Si on met la main à la pâte, qu'on est formé, qu'on a le matériel pour, on peut vraiment faire la différence et sauver des vies. Donc, je vais finir maintenant par une petite démonstration correcte du DAE, pas faite par Mr Bean cette fois-ci, mais faite par nos collègues de la société Zoll. Et ensuite, on va pouvoir ouvrir les questions-réponses après. Donc au départ, on allume le DAE qui va nous faire un test de vérification pour dire si c'est OK et va nous donner des indications vocales et par texte. Donc
Rester calme, vérifier l'état de conscience, appeler les secours, ouvrir les voies aériennes. Si, si le patient est un enfant, on peut mettre en mode enfant sur le DAE, l'AED3. On va sortir les électrodes. Si le patient a des vêtements, on peut utiliser les ciseaux contenus pour couper les vêtements, pour pouvoir mettre ça sur poitrine nue, que ce soit victime masculin ou féminin. Il faut exposer entièrement la poitrine pour pouvoir mettre les électrodes au bon endroit, y compris soutien-gorge si la patiente féminine en porte un. Bien entendu, on fera attention à la dignité des patients quand même. On va ouvrir donc nos électrodes, les appliquer sur la poitrine nue et sèche du patient. Donc ici, on peut voir où l'appliquer en essayant de chasser l'air. On enlève la petite partie derrière. Et encore une fois, on essaie de chasser l'air pour avoir un bon contact électrode. Et là, une fois que les électrodes sont placées, le DAE fera déjà une analyse. Et dans ce cas-là, le choc n'est pas conseillé. Et nous indique donc commencer la RCP. Donc on peut voir ici les compressions qui commencent avec le métronome et l'indication d'appui plus dur, d'appui plus fort. Mais une fois qu'on est à la bonne profondeur, l'appareil nous dit bonne compression. Et on peut voir la jauge ici de compression qui nous indique qu'on arrive au bon endroit entre les deux petits traits. Les deux petits traits, c'est les 5 à 6 cm. Au bout des 2 minutes, on fera une analyse. De nouveau, le DAE fera tout le travail. Et là, un choc est conseillé. On fera attention à délivrer le choc de façon correcte en s'assurant que personne ne touche le patient. Et on va reprendre tout de suite le massage cardiaque. Et on continuera comme ça jusqu'à ce que les secours vont arriver ou éventuellement jusqu'à ce que le patient reprenne connaissance. Je ne vais pas montrer le reste du vidéo parce que je vois le temps qui passe. Il nous reste un petit quart d'heure. Là, c'est en mode automatique où le choc se fera tout seul. Donc, on va avancer d'un slide. Donc, en résumé, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de progrès à travers le monde pour augmenter le nombre de survivants de l'arrêt cardiaque. Mais c'est possible de le faire. Les gestes de base, la réanimation cardio-pulmonaire de qualité, ce qu'on appelle basic life support, c'est des gestes fondamentaux et qui devraient être faits par tout le monde d'une façon correcte. Tous les patients ont besoin de recevoir une RCP de haute qualité dès que possible et d'une défibrillation précoce si indiquée. Donc ça, on le saura quand on mettra le défibrillateur en place. Et cela peut fonctionner. Donc on revient en France, en Île-de-France, donc la région parisienne, entre 2007 et 2018, pour les arrêts cardiaques en salle de sport, les chances de survie sont classées de 23,8% à 66,7%. Ça coïncide avec l'accès au défibrillateur pour tout le monde, que ce soit juste le personnel de santé qui ait droit de s'en servir, et plus d'enseignements, plus de sensibilisation par rapport à la RCP de qualité nous a permis de tripler quasiment les chances de survie d'un arrêt cardiaque en milieu de sport. Quelque chose de phénoménal. Je vais finir cette présentation par cette citation, et je sais bien que c'est en anglais, donc je vais vous la traduire. J'adore cette citation. Le professeur Douglas Chamberlain, un cardiologue, père fondateur des paramédics en Grande-Bretagne, a dit: la seule façon de faire mal à quelqu'un avec un DAE, c'est si vous prenez le DAE et vous leur tapez sur la tête avec. Donc c'est quelque chose de très sûr, de très efficace et qui peut sauver des vies d'une façon assez simple. Voilà, on arrive sur la fin de mes slides. On va couper l'enregistrement, s'il te plaît, Marie, et on va pouvoir vous ouvrir pour vos questions. Donc, je vais arrêter la présentation aussi pour pouvoir montrer en plein écran. Hop là. On va arrêter l'enregistrement là.